Et il y a le montage classique de K-drama avec genre les 5 vues différentes de la même scène au ralenti. Genre il manquait juste le logo Samsung pour que ça soit terminé. Bonjour, je suis Apostrophe et aujourd'hui on regarde K-Pop Demon Hunter. C'est un film que j'avais pas forcément trop envie de regarder de base, si je suis totalement honnête, mais j'ai vu tellement de gens en parler, des amis le recommander, etc., que ça m'a donné envie de le regarder et du coup on va en parler ensemble aujourd'hui. Et j'ai tellement de trucs à dire. Oh, je suis tellement contente d'avoir un endroit où je peux yapper sur des films. Et genre les gens m'écoutent, c'est incroyable. Ok, donc on est dans un monde, on est en Corée, dans un monde très similaire au nôtre, mais légèrement, genre une timeline différente, mais très similaire à la nôtre, ok. Dans ce monde, chaque génération a... Est-ce que je raconte déjà directement ou est-ce que... Non, je vais d'abord vous parler de la réalisation. C'est réalisé par Maggie Kang et Chris Applehouse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont de l'expérience à DreamWorks. Et je trouve que ça se sent un peu. C'est un film qui met à l'honneur la K-pop et de manière générale la culture pop coréenne. Moi j'étais très contente de voir ça parce que c'est la K-pop, j'en écoute depuis très longtemps, j'aime beaucoup les K-dramas et ce genre de choses. Donc je suis un peu le public pour ce film vraiment. On est dans un monde où il y a des démons, K-pop Demon Hunter, t'as capté. Mais... Putain, je suis pas possible. On est dans un monde où il y a des démons. Mais à chaque génération, il y a... Putain, j'arrive pas. Je suis désolée. On est dans un monde. On est dans un... On est dans un monde où il y a des démons, mais à chaque génération, un trio de chanteuses sont là pour sauver, en tout cas protéger les mortels. On a un montage qui montre un peu l'évolution de la K-pop, c'est plutôt sympa. Notre groupe de chasseuses, elles s'appellent les Huntrix. Ce sont elles les current genre chasseuses. C'est un trio composé de Mira, qui est un peu avec les cheveux roses, qui est un peu genre mystérieuse et badass. Zoé, qui est la petite trop mignonne, genre oui machin, c'est la Macné, mais quand elle rappe, tout le monde a peur d'elle, genre ouais ok. Et bien sûr, la leaduse qui est Rumi avec ses cheveux violets, une énorme tresse. Et l'actrice qui joue Rumi, j'ai regardé après, c'est elle qui est dans Teen Wolf aussi. Si vous, à l'époque vous regardiez Teen Wolf, je me souviens plus du tout de son nom, mais celle qui faisait la Kitsune, c'est elle qui fait la voix, ok. Donc Mira, Zoé et Rumi, c'est alors Triple Threat. Elles peuvent danser, chanter, et elles, bien sûr, elles slide des démons aussi, genre elles tuent des démons. Leur but, c'est de totalement sceller le monde des démons en dehors du monde des humains. Et ça, elles le font en créant une barrière qui s'appelle le Honmoon. Et leur but, c'est de créer le Golden Honmoon qui va définitivement sceller les deux mondes de chacun de leur côté. Quelque chose à noter aussi, c'est que le style d'animation est très particulier. Je le trouve très cool. Et apparemment, la raison, c'est parce que c'est inspiré par les webtoons et les manhwas. Donc c'est pour ça en fait que toutes les poses sont très exagérées et c'est plus l'emphase est plus sur genre les mouvements, genre les différentes poses que genre sur un mouvement assez fluide. Je sais pas si vous voyez. Je suis pas animatrice mais vous voyez ce que je veux dire. Rumi, elle est élevée par Céline qui était en fait une huntress avant elle. Donc clairement, elle a pas réussi elle n'a pas réussi à faire le Golden Honeymoon, mais maintenant c'est la manageuse du nouveau groupe Huntress. On apprend que la mère de Rumi était décédée quand elle était jeune et que du coup c'est pour ça que Céline, qui était aussi dans le même groupe que sa mère, l'a élevée. Et c'est assez étonnant du coup que Céline décide d'envoyer Rumi dans l'industrie de la K-pop, sachant tout ce qui s'y est passé pour elle. Enfin, après, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec la mère de Rumi, etc. Parce que ça, c'est un des trucs qui m'énerve. On ne sait jamais en fait ce qui se passe exactement. Il y aura plus d'éclairage plus tard sur la situation des parents de Rumi, mais on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, on imagine que si les parents de Rumi sont décédés, c'est qu'il y a quand même 2 ou 3 trucs qui se sont passés qui n'étaient pas géniaux. Mais quand même, Céline décide d'envoyer Rumi dans cette industrie. Intéressant. Je trouve ça intéressant.
genre d'envoyer ton enfant dans l'industrie alors que toi-même t'en as pas forcément eu une très bonne, genre une très bonne expérience. J'ai vu quelqu'un dire que ce film c'était Nepo Baby versus Industry Plant et je trouve ça assez drôle et c'est assez vrai en vrai. Bref, le trio a plein de fans, elles ont chacune leur propre fandom avec des gens qui pleurent parce que Rumi ou Zoé ou je sais plus le nom de la troisième, c'est leur bias. Amira, c'est leur bias, c'est genre elles pleurent, tout le monde pleure parce qu'elles vont bientôt les voir performer, tout ça. Le concert est sur le point de commencer et le trio est dans leur jet privé. Elles mangent. Alors déjà, désolée d'être cette personne, mais première peut-être incohérence, parce que tu vas pas me faire croire que l'industrie qui produit genre toutes les saisons un nouveau régime à base de 500 calories ou genre 200 calories par jour a des artistes qui mangent juste avant de performer. Genre tu me feras pas croire que Woon Young elle mange des bimbap et des ramyeon juste avant de performer. Genre je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Après c'est un film et tout ça, mais ouais. Après, les filles sont trop cute, elles sont en train de manger, et l'animation, pareil, trop cute, genre. Quand elles mangent, elles font des petites têtes trop mignonnes. Elles se rendent compte qu'elles sont, en fait, en retard pour leur performance, et que la raison, c'est parce que le staff du jet privé sont en fait des démons. Donc on va assister à la première bataille, Huntress versus Demons. Elles performent leur première chanson, et ça, pareil, les chansons dans ce film, banger, 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 banger. Les chansons sont trop bien. Et il y en a certaines qui sont restées coincées dans ma tête, genre jusque maintenant, j'en parlerai plus tard. Mais bref, première performance, trop cool, genre elles sautent de l'avion en plein vol, elles se battent. Elles ont aussi, j'ai pas dit, mais elles ont genre chacune des armes. Elles ont des armes. On dirait qu'elles ont genre des AK-47 ou je sais pas quoi, mais non, genre chacune ont des sabres nunchaku et je crois qu'il y en a deux qui ont des sabres et la petite Zoé elle a des nunchaku. Après avoir slay les demons, elles arrivent enfin sur le stage et elles performent pour leurs fans. La foule est en délire, tout va bien quoi. Une fois leur performance terminée, on voit en fait ce qu'elles voient, donc le Hanmoon dont j'ai parlé, ça se représente par un espèce de champ de force qui protège l'entièreté de la ville. Et bien sûr, les démons ne sont pas du tout contents que ce Hanmoon est sur le point d'être transformé en Golden Hanmoon, en Hanmoon doré, ce qui veut dire que les démons n'ont plus accès au monde des vivants, mais surtout, en fait, les démons, ils se nourrissent de l'énergie des vivants, ils tuent les vivants pour avoir de l'énergie, donc s'ils peuvent plus manger, comment ils vont faire? Gros problème. Là arrive notre je ne sais pas, notre romance, notre main guy, mais aussi, j'ai oublié le mot, comment ça s'appelle? C'est un, pas méchant, l'antagoniste. Putain, j'ai trouvé le mot. Pardon, j'ai crié. Mais notre antagoniste, Jinwoo, qui est un démon, qui est extrêmement beau, il suggère au roi des démons que si on n'arrive pas à les battre de la manière classique, on peut les prendre à leur propre jeu en créant un boys band de démons. Et on va voler tous leurs fans. Et comme ça, les Huntrix, no more. Et en échange, Jinwoo, il veut que le roi des démons efface tous ses souvenirs. Pendant ce temps-là, Rumi, elle release genre le nouveau son de Huntrix, qui encore une fois est genre assez bizarre parce que dans le monde de la K-pop, je pense dans le monde de la musique, même dans l'Ouest, c'est comme ça, mais surtout dans la K-pop, l'industrie de la K-pop est très connue pour donner très peu de liberté à leurs artistes, donc ce genre de choses, à mon avis, n'existe pas vraiment, sauf exception. Encore une fois, c'est un film d'animation, c'est peut-être pour les enfants, peut-être pour genre les adultes comme moi qui aiment bien la K-pop, mais c'est vrai que ce truc de la romantisation de l'industrie que je pense est nécessaire si tu veux faire ce genre de film, mais qui est quand même pas très réaliste. Parce que dans la réalité, c'est genre les labels, les managers, je sais pas, qui décident quand le prochain tube sort, qu'est-ce qu'elles vont porter, quand est-ce qu'elles mangent, enfin ce genre de truc, tu vois. C'est pas elles qui ont ce pouvoir-là.
Et je sais pas trop quoi penser de ça parce que oui, ok, comme je l'ai dit d'un côté, c'est des huntrix, c'est des hunters, genre c'est des badass et c'est des chanteuses et tout. T'as envie de les montrer être badass et avoir le pouvoir sur leur vie, mais en même temps, si tu les montres dans l'univers de la K-pop, enfin, bien sûr, je sais qu'on va pas faire un drame en 3 actes, tu vois, mais on sait, si tu connais un peu la K-pop, tu sais qu'on sait que c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Donc bref, Rumi, comme ça, dans son salon, elle décide de release le, nou- le nouveau clip, sans consulter personne, ni son label, ni son manager, ni même ses collègues. Ok, dans le plus grand des calmes. Et la raison, c'est parce que il manque plus qu'une performance parfaite pour avoir le Golden Hanmoon. Chaque fois que je dis Hanmoon, je réfléchis un peu avant, j'ai peur de mal le dire, mais c'est bien ça. Mais plot twist, si j'ose dire, il se trouve que Rumi est partiellement démon. Elle a des démons. Oui, parce que je l'ai pas dit, mais on reconnaît les démons par des zébrures qu'ils ont sur le corps. Et là, on découvre que Rumi, elle a des zébrures sur le corps et qu'elle est partiellement démon. Mais pas totalement. Alors pourquoi ? Alors là, encore une fois, je vais me plaindre. Et je me plains parce que j'aime le film, ok ? Je me plains pas parce que je trouvais ça nul. Je me plains parce que justement, j'aurais aimé qu'on donne plus de potentiel à ce film, qu'on en fasse franchement plus. J'ai entendu dire qu'apparemment, normalement, le matériel de ce film devait faire 3 heures. Donc, et ça se sent, genre ça se sent. Il y a plein de moments comme ça où les choses sont bâclées, où ça passe d'un truc à un autre, et on sent qu'il y a quelque chose qui était censé être là entre les deux, et ça n'est pas arrivé. Et je pense que ça aurait vraiment gagné à être une série ou peut-être 2 films, enfin, qu'on en ait plus. Je comprends que pour des raisons de marketing, c'est plus logique de faire un film. Je sais pas, je suppose. En fait, je sais pas, je comprends même pas. Je suis pas une personne de marketing. Mais ouais, non, franchement, c'était un peu bâclé, c'est dommage. Parce que c'est vraiment un film banger qui est là et un peu en mode film sympa. Et ça aurait pu être un film chef-d'œuvre, quoi. Et là, pour moi, ça y est pas parce qu'il y a des choses qui manquent. Donc oui, on apprend que son père était démon. Comment ses parents se sont rencontrés, pourquoi ils sont morts, comment ils ont réussi à être ensemble alors qu'apparemment démons et humains sont même pas censés être... Non, on sait rien. Et je pensais qu'on allait l'apprendre, mais non, on l'apprendra jamais. Donc voilà, Rumi est partiellement démon, faites ce que vous voulez de cette information, on n'en saura pas plus. Le problème, c'est que ces zébrures de démons se développent sur tout son corps, de plus en plus, et ce côté démon, en fait, détruit son côté huntress. Donc ça veut dire qu'elle perd sa voix. Plus elle devient démon, plus elle perd sa voix. Le problème, c'est que là, ils sont censés faire une performance live en l'honneur du nouveau single et qu'elle n'arrive plus à faire ses high notes. De là, on a un flashback avec Céline, vous vous souvenez, la copine de sa mère qui était genre collègue et tout ça, qui maintenant l'éduque et est aussi sa manager. Céline, elle est au courant, mais elle dit c'est un peu une antagoniste aussi, enfin c'est carrément une antagoniste aussi, parce qu'elle dit à Rumi, tu ne peux pas le dire, tu ne dois pas le dire. En fait, la seule façon pour toi de régler ton problème, c'est d'avoir le Golden Hanmoon pour que que tes erreurs disparaissent, que tu deviennes totalement humaine, ou en tout cas huntress, pour pouvoir vivre ta meilleure vie. Mais pour l'instant, en fait, tu ne peux dire à personne que tu es partiellement démon, et même Mira et Zoé, ses co-stars, ne savent pas du tout. Donc ça crée aussi une distance entre les différents membres du groupe par rapport à ça. Donc ouais, Rumi, elle se sent un peu totalement isolée et aussi enfermée parce qu'elle est totalement seule en fait. Mais dans la réalité, je pense que il y aurait eu moyen de faire passer ça pour des tatouages. Bon, après, il y aurait eu des scandales par rapport à ça. On est d'accord, parce que il y aurait eu des scandales de tatouage. Et d'ailleurs, en fait, si Huntrix était un vrai groupe de K-pop, il y aurait eu des scandales de partout, déjà. Il y aurait eu des scandales de partout. Dating scandale, scandale de tatouage, favoritisme pour Rumi. Enfin, il y aurait eu des scandales de partout. Genre, l'équipe de marketing aurait été virée 3 fois. Mais, en vrai, elle aurait pu faire passer ça pour des tatouages et bon, au moins auprès du public. Mais elle décide de se cacher par rapport à la honte qu'elle a d'être ce qu'elle est. Et je trouve que c'est un sujet intéressant, surtout que d'après ce que je comprends, c'est un sujet qui est très relevant dans la société coréenne.
Mais je continue à penser qu'elle aurait pu en parler au moins à ses copines quand même. Enfin... Et parce que du coup, parce qu'elle refuse d'en parler à ses copines, on prédit très rapidement ce qui va se passer plus tard dans le film. Bref, elles reviennent à la maison. La voix de Rumi est totalement partie. Enfin, pas totalement, mais elle arrive plus à chanter comme avant. Les trois ont une petite réunion et elles se disent qu'elles pourront réussir à le faire. Elles réussiront à passer cette épreuve parce qu'elles sont ensemble. Et là, il y a un petit moment au Reine des Neiges en mode toutes les trois disent quelque chose du genre il faut se cacher, il faut pas montrer sa vraie facette au monde ou je sais pas quoi. Clairement, c'est quelque chose qui leur a été inculqué par Céline. Et c'est quelque chose qui est aussi un réflexe pour elles de penser puisque c'est ce qu'elles disent directement quand elles sont dans une situation de hardship, quoi. Le lendemain, alors là on arrive à ma partie préférée du film. Le lendemain, elles vont voir un docteur qui est réputé pour avoir des... je sais pas comment on appelle ça, genre du sérum très bon pour la voix. Et le docteur est tellement drôle. Il les regarde avec des yeux, genre il les scanne, il dit toi t'es comme ci, t'es comme ça, toi tu as peur de décevoir, toi tu as trop de murs et c'est pour ça que ta voix disparaît. Et il leur donne du sérum, des trucs à boire qui en fait se révèlent juste être des Capri-Sun avec son logo dessus, mais bref. Et là, a new bombshell hunters the villa. On arrive. D'ailleurs, est-ce que vous regardez Love Island ? Là, j'ai regardé le dernier épisode et là, au moment où on parle, hier, Sierra a été virée de l'île et j'ai personne à qui en parler parce que personne autour de moi ne regarde Love Island. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, par pitié. Bref, a new bombshell hunters the villa et là, on est introduit au groupe démon, au groupe boys band, au groupe, j'arrive pas à le dire, au boy group démon avec Jinou. Et là, easter egg, parce que bien sûr quand ça arrive, il y a... Ah, j'adore cette scène, elle est trop drôle. Quand ça arrive, tu sais, il y a les 5 beaux gosses qui arrivent comme ça au ralenti et Jinou... il fait tomber Rumi et c'est genre tout son carton tombe et on pense qu'il va venir l'aider et en fait pas du tout, enfin il l'aide pas. Et il y a le montage classique de K-drama avec genre les 5 vues différentes de la même scène au ralenti. Genre il manquait juste le logo Samsung pour que ça soit terminé. Et easter egg, parce que la chanson qui se passe à ce moment-là, genre na 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 na. Ok, je l'entendais et je me disais mais je connais cette chanson, ça vient d'un K-drama que j'ai vu. Et oui, ça vient. Alors attention, non seulement j'ai trouvé de quel K-drama et je sais pourquoi ils ont pris cette chanson. Le K-drama c'est Business Proposal. Et la raison pour laquelle ils ont pris cette musique existante, c'est parce que le gars qui joue le main lead dans Business Proposal, c'est le gars qui fait aussi la voix de Jinou. C'est la même personne et c'est pour ça. Bref, et j'étais trop contente de trouver cette information, donc je vous la share. J'espère que vous allez la kiffer autant que moi. Bref, trop cool. Les garçons, les Saja Boys, de leur nom, font une performance dans la rue et tout le monde kiffe. Et ils performent une chanson qui s'appelle Soda Pop. Et c'est ça, cette chanson, c'est aussi une blague dans le film que tout le monde l'a en tête. Mais moi aussi, genre depuis que j'ai vu ce film, j'arrête pas de la chanter tout le temps. Elle est tout le temps dans ma tête. Genre, you're my soda pop, you're my soda pop, pop. Bref, critiquez pas ma voix. Mais c'est vraiment un banger cette chanson. Toutes les chansons sont un banger en vrai. Bref, ils font du fanservice à toutes les Ajuma et tout le monde les kiffe. Et pendant ce temps-là, Untrix, elles n'ont pas du tout confiance parce qu'elles se rendent compte à ce moment-là qu'ils ont des zébrures, donc qu'ils sont démons. Et elles volent, genre, les Saja Boys font des cadeaux à des enfants, elles volent les cadeaux et tout. Enfin, elles n'ont pas du tout confiance. Et encore une fois, potentiel de scandale par rapport à ça, parce que si quelqu'un les avait filmées en train de faire ça, ce qui est très possible vu qu'il y a une performance juste à côté, je resterais cancel direct. Là, Jinou, il envoie un petit regard à Rumi en mode genre t'as vu, on fait des bangers et toi, bientôt, ce sera la fin de toute ta carrière musicale. Là, les filles, en toute logique, alors, vous êtes des performances K-pop et un nouveau groupe arrive et devient successful du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous faites ? A, vous êtes supportive. B, vous essayez de devenir amie avec eux. C, vous décidez de les tuer. Eh bien, elles décident de les tuer. Elles se cachent pendant qu'ils sont à un show de variété qui, je sais, c'est Weekly Idol. Ils sont en train de faire un challenge où ils boivent de la sauce piquante, bref. Et sauf que
l'arroseur arrosé. Les Saja Boys les voient dans le coin en train de se cacher pour les attaquer. Du coup, ils les invitent au show de variété, là. Et elles doivent participer et faire comme si elles les aimaient. Et les deux groupes s'envoient des fleurs et des compliments. Ils sont super fake pour montrer au public que ils sont tellement respectueux et ils s'aiment tellement et tout ça. Les Saja Boys disparaissent et ils vont dans une bathhouse, dans des bains publics. Ils vont dans des bains publics et les filles se retrouvent obligées d'aller les suivre là-bas. Il y a tout un tas de trucs qui se passent parce que c'est les bains publics masculins, etc. Donc les filles sont pas censées être là. Et là, il y a un autre moment qui est drama qui arrive. Parce que pendant la bataille, le t-shirt de Rumi est déchiré et Jinu voit ses marques de démon et il le couvre. Et il met un petit foulard parce qu'il se rend compte que ses copines elles savent pas qu'elle est partiellement démon et du coup il met un petit foulard sur son bras pour que ça soit caché. Et moi c'est typiquement le genre de truc que j'adore. Et bref. Mais ce genre de truc, c'est aussi la relation de Jinu et Rumi, c'est aussi un truc que je trouve qui est un peu bâclé en vrai, parce que directement, après j'apprécie qu'il n'y ait pas le côté une relation enemies to lovers, et je suis contente que la partie ennemie dure pas trop longtemps parce que moi ça me saoule un peu, mais c'est vrai que là c'est trop, enfin on a carrément l'impression de louper des épisodes. Malgré les petits papillons dans le ventre que Jinu lui a donné, Rumi elle est pas du côté des démons et elle veut le prouver. Donc son idée magnifique, c'est de faire un diss track contre les Saja Boys. Et comme ça, on va finir leur carrière une fois pour toutes. Plus de démons, plus rien, et nous, Golden Hand Moon et tout ça quoi. Et juste après, on a un chat qui arrive. Alors, j'adore tout ce qui est mignon, mais là, j'avoue que quand le truc est arrivé, ça me fait un peu... Genre, il était creepy de ouf. C'était genre un chat qui ressemble un peu au chat de Cheshire qui arrive de l'ombre comme ça, un peu avec un sourire de Laboubou, vous voyez. Et dessus, il y a un petit oiseau, ils sont copains, ils sont trop mignons, il y a un petit oiseau avec plein d'yeux. Bon, ça c'est un peu creepy quand je le dis comme ça, mais il a plein d'yeux, il fait toujours la gueule, il a un petit chapeau. Et le chat, il est tout gros et tout souriant, un peu creepy. Et ils sont trop mignons et on les voit de temps en temps. Et en fait, eux, ce sont les messagers de Jinu, ils arrivent et... Le chat crache une lettre de Jinu pour Rumi et c'est en fait une invitation à un rendez-vous. Rumi dit qu'elle acceptera pas, mais en fait évidemment qu'elle accepte. Ils se rencontrent pendant la nuit et Jinu se moque de son pantalon parce qu'elle a des petits trains dessus, genre un peu bizarre, genre t'es l'équivalent de genre Jenny Kim dans cet univers et t'as des petits pantalons avec des trains. Bon, en vrai, je dis rien parce que je pense que je ferais ça aussi. Donc, en vrai, tu sais quoi ? Je retire. Je sais quand j'ai tort. Je retire le commentaire. Le pantalon petit train est valide. Je répète, le pantalon petit train est valide. Et là, on apprend la backstory, la dark backstory de Jinu et on apprend pourquoi il est devenu le méchant qu'il est aujourd'hui. À l'époque, en fait, il était humain, mais sa famille était tellement pauvre. La seule façon qu'il avait de pouvoir réussir à leur offrir une vie meilleure, c'était de jouer de la musique. Mais malheureusement, il n'était pas du tout talentueux. Alors, il a fait un pacte avec le démon. Les Huntrix sont en train d'écrire leur diss track et pendant ce temps-là, les Saja Boys sont en train de monter dans les charts. Ils deviennent genre pratiquement le groupe préféré de tout le monde. Ou en tout cas, genre ils traînent sur TikTok, sur tout ce que vous voulez. Ce qui rend encore plus compliqué le fait de faire la Golden Hand Moon. J'avoue, c'est trop bizarre de dire Golden Hand Moon, ça me fait penser à autre chose, mais bref. Elles voient leur objectif leur filer des doigts, et ça leur donne encore plus de motivation pour écrire ce tube, pour les insulter. Quand les Huntrix font un événement de fan signing, les Saja Boys arrivent, et au début, ils se mettent à côté, sauf qu'ils prennent la moitié des fans, du coup... Rumi a l'idée de les inviter avec eux pour joindre les fans et pas en perdre encore plus. Les démons sont en train de... Oula. Les démons flirtent un peu avec les meufs, totalement avec les meufs. Et encore une fois, dans la K-pop, genre, t'as un mec, encore dans les générations d'avant, un peu plus. Mais là, de notre époque, en 2025, t'as un idol mec qui regarde, genre 2 secondes, une idol meuf. Il y a des
des... Ah mais je suis choquée en fait. Genre, t'as deux idoles qui se regardent un peu trop longtemps, il y a des scandales de dating, de ça, de là, t'en veux-tu, en voilà. Et là, carrément, genre, ils font un fan signing ensemble, ils se disputent devant tout le monde, et genre, personne n'en parle. Bon, d'accord, il y a la petite meuf là avec son t-shirt avec le ship des deux. Je sais plus c'est quoi le nom. Rumi et Jinu. Jirumi ou Rumi Jinu. Ruminu. Jumirumi. Je ne sais pas. Bon, bref. Le nom du ship sur son t-shirt, mais à part ça, genre, ils en parlent pas vraiment. C'est vrai qu'à l'époque, genre, même quand il y avait genre Fiona et G-Dragon et tout ça, quand c'était vraiment eux les têtes de liste, t'avais un peu des moments d'interaction entre hommes et femmes idoles. Genre, Fiona, elle avait fait un duo à l'époque avec, je sais plus quel artiste. Est-ce que c'était un membre de Beast? Je ne sais plus. Il y avait 21 qui avait fait des morceaux avec Big Bang, ce genre de truc. Mais c'est vrai que depuis, plus ça va, moins il y a d'interaction entre les deux. Et maintenant, ça n'existe pas vraiment, en fait. Même quand ils sont amis, genre, ils veulent pas le montrer parce qu'ils ont peur des scandales. Là, on arrive un peu dans un limbo, dans un entre-deux où les filles veulent écrire le diss track, mais Rumi, elle n'est pas sûre de diss track et elle pense que en fait, il faudrait changer les paroles, mais qu'en fait, peut-être qu'il faudrait pas faire un diss track et machin et truc. Parce qu'elle commence en fait à sympathiser avec les démons de plus en plus. J'ai eu un message, pas du tout en fait, c'était juste une notification, je n'ai pas d'amis. Enfin si, j'ai des amis, mais en ce moment, elles sont toutes en vacances. Et j'ai un peu le seum, j'avoue. Je vois toutes mes meufs, enfin non pas toutes mes meufs, je vois toutes mes potes poster sur Instagram leurs meilleures vacances ensemble et tout, et moi j'ai pas pu y aller. Du coup je suis genre toute seule là, à essayer de m'occuper tant que je peux. Je suis contente pour elle, hein, mais moi aussi je voudrais être en vacances avec vous en fait. Mira, voilà, j'avais oublié son nom. Mira, elle est suspicieuse, elle sent qu'il y a un truc qui va pas. Et elle en parle directement à Rumi. Et d'ailleurs, shout out à Rumi. Non, pas du tout. Parce que du coup, Rumi, c'est une gaslighteuse là-dessus. Shout out à Mira d'en avoir parlé directement à Rumi. Elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Elle lui en parle directement. Et Rumi, tout ce qu'elle fait, en fait, c'est mentir, gaslight. Genre, non, il n'y a pas du tout rien, tout va bien, en fait. Tu te fais des idées, tout va bien, voilà. Et on comprend bien sûr que c'est à cause de la honte qu'elle a de qui elle est, qu'elle ne veut pas en parler à son amie. Mais et tu sais que c'est ok, c'est en Corée, c'est une culture asiatique, la honte, tout ça, ok, mais c'est sa meilleure amie, c'est une de ses meilleures amies, elles sont collègues, elles passent leur vie ensemble, elle a son... She got her back, genre through and through, et tu lui en parles pas, elle aurait compris. Et encore plus, tu sais ce qui va se passer, tu sais que Zoé et Mira, elles vont apprendre que Rumi, en fait, elle est partiellement démon. Et parce que Rumi en a pas parlé, elles vont croire que Rumi allait du côté des démons, bien évidemment. Alors que si juste elle en avait parlé, elle avait dit, écoutez les meufs, mon père c'était un démon, je sais pas comment ça se passe, mais il se trouve que c'est comme ça, mais je suis de votre côté, je veux faire le Golden Hand Moon. C'est sûr et certain qu'elle aurait été de leur côté en fait. Mais en même temps tu comprends parce qu'elle a peur de te rejeter, c'est compréhensible aussi, mais bon, quand tu regardes ça t'as envie de lui dire mais parle à ta copine, c'est ta copine, c'est ta meilleure amie. Plot twist du plot twist, on apprend en fait que Jinu, ok il est devenu démon pour sauver sa famille, mais en fait sa famille lui a été enlevée et c'est le... Bon en fait, alors on va voir comment c'est. Donc on sait que Jinu a été turn en un démon, qu'il pensait que ça allait aider sa famille, qu'en fait ça l'en a éloigné et il veut effacer ces souvenirs-là. Mais plot twist, en fait on apprend que c'est lui qui a abandonné sa famille et qui les a laissés à un destin encore pire que ce qu'il y avait avant qu'il devienne un démon. Et on comprend encore un peu mieux pourquoi il veut enlever ces souvenirs-là. De plus en plus de gens go missing parce que les démons, genre, mangent leurs âmes. Je sais pas exactement ce qu'ils sont censés faire, mais on sent pas, on voit qu'ils prennent leur essence de vie un peu, je ne sais pas exactement ce que c'est, tu vois. Mais ça a pas l'air très bon. Ça a pas l'air d'être recommandé par le docteur. Rumi commence à avoir des hésitations par rapport au fait de cacher son identité mixte à ses amis, mais sa gardienne /
mère adoptive Céline lui dit que non en fait, il faut qu'elle continue à cacher ses défauts et qu'elle ne pourra embrasser son identité qu'une fois que cette partie d'elle-même sera dissoute. Et là encore une fois, je suis désolée d'insister, mais ça me fait encore penser au fait que j'aimerais tellement en voir plus. Parce que, et spécialement, ce thème-là, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Le rapport de famille, mère-fille, le conflit de génération entre les générations plus âgées qui veulent cacher les choses par peur du jugement des autres pour pouvoir être acceptées, et les générations plus récentes qui veulent se montrer au monde parce qu'ils pensent que le monde en fait doit les accepter peu importe comment ils sont. Je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. C'est un sujet qui est aussi dans Turning Red, donc Alerte Rouge, que j'ai adoré. D'ailleurs, Alerte Rouge, j'adore ce film, c'est tellement bien. Et là, pour le coup, c'est vraiment le thème principal du film, donc c'est aussi normal qu'on le voit plus. Mais j'aurais aimé le voir plus aussi dans K-Pop Demon Hunter, parce que c'est pas le thème principal, mais c'est quand même un des thèmes principaux. Enfin, s'il n'y avait pas eu cette honte qui avait été inculquée à Rumi, elle n'aurait pas caché ses marques de démon, il n'y aurait pas eu toute cette relation un peu étrange qu'elle a avec ses amis. Enfin, ça impacte quand même énormément le caractère du personnage principal. Et j'aurais aimé qu'on en voit plus, et ce fait que sa mère adoptive veuille son bien, mais en même temps, parce qu'elle a cette vision différente des choses, devient l'antagoniste de l'histoire, c'est super intéressant. Pourquoi on n'en voit pas plus ? Céline, on la voit 2 secondes dans un flashback, on la voit ensuite une fois dans une scène où Rumi justement lui fait son discours de bah en fait moi si c'est ce monde-là que tu veux que je sauve, mais en fait je veux pas le sauver. Et j'aurais tellement voulu en voir plus en fait. Et encore une fois, je m'énerve, ça me saoule. Pas parce que j'ai pas aimé le film, ça me saoule parce que j'ai aimé et j'aurais aimé en voir plus. Et peut-être un 2, peut-être ça aurait été bien. Mais même, je suis pas sûre que le 2, je suis pas sûre qu'il y ait un 2 en production ou que ce soit même pensé. Mais même en fait, il y a des trous dans l'histoire. Il y a des trous dans l'histoire. Genre ces moments-là avec sa mère, ces moments avec ses amis. On aurait tellement aimé voir tous ces moments, plus de moments avec ses amis slash collègues, comment elles ont construit leur relation, parce qu'elles ont chacune des caractères très différents. Tu vas pas me dire que direct elles sont entendues parfaitement. Comment elles en sont venues à devenir presque des sœurs comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec les parents de Rumi? Comment ils se sont rencontrés? Comment est-ce qu'ils se sont tombés amoureux? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils décèdent? Donnez-moi des informations en fait, c'est trop bâclé là, j'ai l'impression de regarder le film en x5 alors que je suis en vitesse normale. On arrive aux Idol Awards, et normalement c'est les Saja Boys qui doivent passer en premier, mais par rapport à un souci technique qu'on nous explique pas, Huntrix doit passer en premier. Elle décide de performer une chanson qui s'appelle Golden, au lieu du diss track qu'elles avaient décidé de performer de base, et Golden c'est une chanson plus positive, etc. Et au début, tout va bien. Sauf que tout d'un coup, les choses ne vont plus du tout bien. Sur le côté, on voit le manager qui est en train de se faire enlever par des Saja Boys. Du coup, Mira et Zoé vont courir pour aller l'aider. Sauf qu'en fait, c'était un piège. C'était juste des démons qui étaient déguisés. Pendant ce temps-là, Rumi, elle est sur scène avec Mira et Zoé. Sauf qu'en fait, c'est pas Mira et Zoé. Ce sont des démons qui sont déguisés en elle. Et elle commence à la bully sur scène, en fait. S'ensuivent tout un tas de choses qui font que les marques, les éboueurs de Zoé sont exposés. Et là, qu'est-ce qu'on arrive ? On arrive à la scène que j'avais prévue. Bah oui, évidemment, maintenant, Mira et Zoé, elles voient les marques de Rumi. Elles voient que Rumi ne voulait pas montrer ce secret. Elles sont à un moment très critique où les démons sont un danger encore plus proéminent qu'avant. Mais qu'est-ce qu'elles pensent ? Elles pensent que Rumi est du côté des démons, bien évidemment. Encore une fois, par contre, les marques sont montrées. Les marques sont montrées au public, genre ça ressemble à des tatouages, mais aucun scandale de tatouage, genre personne dit rien, bon ok. En fait, je pense que je me demande aussi, mais que pense le public en fait, parce que on sait pas exactement, ils ne voient pas les démons, donc est-ce qu'ils voient des charmes à la place ? Est-ce que vraiment ils voient, quand il y a les démons qui sont en train d'attaquer Huntrix, est-ce qu'ils voient les démons attaquer Huntrix ? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils voient les démons. Est-ce qu'ils voient un charme ? Est-ce qu'ils voient peut-être à la place un problème technique ? Est-ce qu'ils voient pas du tout ? Est-ce qu'ils voient juste une performance normale ? Qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que toute cette scène des fausses Huntrix démons qui attaquent Rumi et l'exposition des erreurs, etc. Tout ça c'est en public et le public est un peu genre
sait pas ce qui se passe, mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils perçoivent. C'est un peu flou aussi de ce côté-là, je trouve. Rumi, évidemment, là, elle est abandonnée de tout le monde. On arrive à ce moment du film où le protagoniste est au fond du fond, abandonné par tout le monde, seulement pour mieux se relever plus tard. Mais là, elle est encore au fond. Donc elle pleure, elle apprend que Jinwoo a menti sur son passé, qu'en fait, il n'est pas aussi innocent qu'il le disait, que oui, en fait, il est un peu responsable de l'abandon de sa famille. Pendant ce temps-là, les ratings de Huntrix go down, 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 genre ça va de moins en moins bien. De base, elles étaient premières de loin, et là, elles deviennent genre 8e, un truc comme ça, parce que la performance qu'elles ont donnée était vraiment pas ouf. Et le pouvoir des Saja Boys n'a jamais été aussi fort. Tout le monde se fait hypnotiser, même Mira et Zoe, même le manager, tombent sous le charme des Saja Boys et vont à leur concert. Rumi demande conseil à Céline, donc sa mère adoptive, qui continue son discours de il faut se cacher, machin, blablabla. Rumi, donc, a son moment de dialogue, de monologue iconique où elle dit... Je sais pas vraiment si c'est iconique, mais vous savez, genre, il y a toujours ce moment-là où, dans les shonen et les trucs comme ça, le héros est à terre, et là, il a le monologue super badass pour dire que on va s'en sortir et elle va se battre jusqu'à la fin. Bon, c'est ce moment-là où elle dit si c'est ce monde-là que tu veux que je sauve, eh bien, je ne veux pas le sauver. Mais on pense que, pendant 2 secondes, on pense qu'elle va être du côté des démons, elle va détruire le monde peut-être. Mais non, pas du tout. Ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle veut créer un monde nouveau, cette badass. Elle ne veut plus prétendre être quelqu'un qu'elle n'est pas. Et ça, je trouve ça intéressant, par contre, dans l'univers de la K-pop. C'est vrai que l'authenticité, les idols sont très connus pour être très très entraînés médiatiquement. La façon dont ils se tiennent, la façon dont ils restent debout, dont ils parlent, ce dont ils parlent, comment ils en parlent, comment ils mangent, la façon... tout est pratiqué, tout est entraîné, tout est au millimètre près, parce que la société coréenne, mais je pense aussi les fans internationaux, dans une autre mesure, ne font pas de cadeaux aux idoles, en fait. Le moindre écart, la moindre chose, ils s'en prennent plein la gueule. Rien qu'à voir Wonyoung, donc la chanteuse, pas la chanteuse principale, mais en tout cas la chanteuse la plus connue de IVE, la meuf est tombée dans des sauces pour tout et pour rien. De ce que je me souviens, là, comme ça, on top of my head, elle s'est fait cancel pour manger une fraise, pour respirer, pour, des regards, pour tout ce que tu veux, pour être trop jolie, pour être trop maigre, pour être trop ce que tu veux. Elle fait n'importe quoi. Elle se prend de la hate. Donc avoir comme ça une chanteuse de K-pop, une leaduse d'un groupe de K-pop, vouloir aller contre ça, ça, je trouve ça super intéressant, franchement. Je trouve ça cool. Les Saja Boys ont leur concert et font leur performance, cette fois plus du tout cachée en humain, mais en démon. Sauf que Rumi, elle arrive et elle dit non, je ne crois pas. Et elle performe avec ses cops la chanson qui va faire le Golden Hanmoon. Hanmoon. Et là, t'as les larmes aux yeux, t'es trop contente, tu dis enfin, genre elle s'est acceptée, enfin ses copines sont là avec elle et elles sont ensemble, elles vont réussir leur objectif. C'est quand même émouvant. Et elle bat tous les démons et Jinwoo, parce que à ce moment-là, le roi des démons est aussi là, et il attaque Rumi, et Jinwoo se met devant et se sacrifie, et il meurt en 2 secondes. Et là, pareil, encore une fois, genre tout ça pour ça, genre toutes ces scènes de genre enemies to lovers into enemies into lovers into on peut réussir à casser le spell ensemble into tout ça, pour que genre ils se mettent devant et genre il pop et il disparaît d'un coup. Genre j'ai vu ça, je me suis dit mais genre c'est tout, genre il est parti là, genre il est, et ouais, ils en parlent même pas après, le gars est décédé, le gars est mort, le gars est parti, bref, ok. Elle bat tous les démons, elle gagne, voilà. Mais le pire c'est que c'est ça, genre le pire c'est que c'est ça. Elle chante, tous les démons meurent et c'est fini. Encore une fois, qui a vu le public? Parce que tout ça c'est en public, hein. Est-ce qu'ils viennent de voir genre les Blackpink en train de troncher la gorge des BTS dans le plus grand des calmes et personne n'en parle?
Je veux savoir quelle est la logique en fait. Quelle est la logique? Parce que si tu me dis non mais en fait parce que seulement les Huntrix voient le monde des démons, il y a des charmes qui se mettent un peu à la Harry Potter. Les moldus ne voient pas tout. En fait, il y a des charmes qui sont mis pour que les moldus ne soient pas exposés au monde de la magie. Ok, mais ça on me le dit pas. Donc moi là ce que je vois, c'est un stade où Twice a tranché la gorge des Stray Kids au katana et une foule en délire en mode ouh trop bien, elles ont chanté What is Love. Genre quoi? Mais bon, c'est la fin, elles ont gagné, elles sont encore ensemble et elles vont voir leurs fans et tout est bien, qui finit bien. Et là, on voit Twice. Ah, j'étais trop contente parce qu'une des chansons est performée par Twice, pas celle dans le film. J'étais assez étonnée. Celle dans le film est performée... Alors, attendez, parce que si je me souviens bien, il y a des acteurs de voix et des acteurs qui chantent. Enfin, du coup, des chanteurs pour le film. Je crois que ce ne sont pas les mêmes personnes. Mais il y a une version d'une des chansons originales du film qui est performée par Twice. Et moi, je pensais que ce serait la version de Twice dans le film, mais en fait, non. D'ailleurs, c'est cette chanson-là qui m'a donné envie de regarder le film parce qu'elle est passée dans ma daily sur Spotify et je l'ai trouvée plutôt cool. En plus de ça, j'avais entendu plein de gens me conseiller le film, donc ça a fini de me convaincre de le regarder. Mais franchement, film cool, film sur la honte, sur le trauma familial un peu, vraiment sur la honte, sur la honte, peut-être que la société te force à avoir quand t'es différent, sur la famille choisie aussi, parce qu'en vrai, Rumi et ses girls, c'est une famille, enfin aucune n'ont de parents. Mira, elle s'entend pas avec sa famille. Rumi, elle a littéralement pas vraiment de parents. Zoé, on n'en entend pas parler. Elles se sont bien trouvées et j'aurais aimé qu'on en parle un peu plus de ça. Encore une fois, j'aurais aimé qu'on les voit plus. Et ça me saoule en fait. Ça me saoule. J'ai kiffé le film. Et il y a plein d'easter eggs, de trucs cool par rapport à la culture coréenne. Mais il m'en faut plus en fait. 1h30, ça aurait pu être une mini-série. Ça aurait pu être une mini-série. Ou 2 films, tu vois. Vous faites une Shrek, vous en faites 3. En fait, non, pourquoi j'ai dit Shrek? Parce que Shrek, maintenant, il y en a 4. Mais dans ma tête, il y en a 3. Enfin, vraiment, il y en a que 2. Parce que pour moi, le 1 et le 2, c'est les meilleurs. Le 3, bon, ok. Et le 4, je préfère au 3, mais bon, je peux me passer. Quand je regarde les Shrek, je regarde que le 1 et le 2. Ce qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec le sujet du podcast d'aujourd'hui. Mais voilà, maintenant, vous le savez. Et le twist final, c'est que il faut avoir confiance en vous. Et surtout, enfin, confiance en vous, oui, ok. Mais surtout, ayez confiance en vos proches, en fait. Si vous avez des proches, surtout dans une famille choisie, si vos proches sont des vrais gens de confiance, vous pouvez vous confier à eux. Et tout va mieux si vous vous confiez à vos proches. Ça fait très, genre, bisounours ou je ne sais quoi. Mais je pense qu'en fait, c'est nécessaire parfois, en fait, d'être un peu sensible comme ça et un peu... bisounours finalement, parce que c'est important de parler à ses proches, c'est important de faire confiance à ses proches et de pouvoir confier ses doutes, ses faiblesses aux gens qui vous aiment, si vous avez la chance d'avoir des gens bienveillants autour de vous, bien sûr. Ce film, je le conseillerais, surtout si vous kiffez la K-pop, surtout si vous kiffez la K-pop, si vous kiffez la K-drama aussi, parce qu'il y a plein d'easter eggs par rapport à ça. Moi en tout cas j'adore, j'en écoute depuis des années. Ce qui m'a fait commencer, c'est BTS ou War of Hormones. Je sais. Une chanson un peu de controverse. Pas aimée par la grande majorité. Mais c'est ce qui m'a fait découvrir la K-pop, ok? Et en ce moment, ma chanson préférée de K-pop... En vrai, ce que j'écoute en ce moment, c'est Cat Size. Mais Cat Size, c'est pas de la K-pop. Mais vraiment Cat Size. Cat Size plutôt banger. Ah oui, et ma chanson K-pop préférée en ce moment, c'est TikTok de Elite. Vous savez, celle qui fait... Celle-là, gravée dans mon cerveau à chaque moment, chaque minute de chaque instant, si vous voulez tout savoir. Voilà, je crois que j'ai assez yappé. Ça m'a fait tellement de bien. Parce qu'encore une fois, genre tous mes potes sont partis en vacances, j'ai personne à qui parler. Je suis contente d'avoir des gens avec qui yapper. Et voilà, vous, c'est quoi votre... Est-ce que vous aimez la K-pop? C'est quoi vos chansons K-pop du moment? C'est quoi votre groupe K-pop du moment? Est-ce que vous avez aimé le film? Est-ce que vous pensez que c'est un 5 étoiles et qu'il n'y a rien à redire? Ou est-ce que comme moi, vous pensez que vraiment, on aurait pu mettre un peu plus de contenu? Je vous laisse là. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine!